Elle avait fait 2 rapports sur la mise en œuvre de la directive dans lesquels elle avait considéré que la modification ne s'imposait pas. En 2008, elle a changé d'avis et mis en place un groupe de travail dont la composition a été très contestée puisqu'il y avait 5 personnes, dont 4 personnes très liées à des sociétés américaines comme Google, Intel. Donc du coup, elle a dissous ce groupe de travail et mis en place un processus de consultation. Alors, ces consultations des citoyens et des parties prenantes, qui sont une forme de démocratie participative européenne, qui n'est pas toujours très appréciée, mais en tout cas, il y a eu une consultation et donc qui a abouti aux 2 projets de 2012. Alors, ces 2 projets de 2012, je dirais qu'on ne va pas parler ici de la directive, du projet de directive, donc, qui a d'autres fondements, mais les 2 fondements principaux du projet de règlement de 2012, le premier, et à mon avis le plus important pour la Commission, ça peut se discuter, c'est l'idée de faciliter la vie des entreprises, puisque le problème de la directive de 95, c'est que quand elle a été votée, on n'était pas du tout d'accord, les pays européens n'étaient pas du tout d'accord sur le texte, et du coup le texte qui a été voté est quand même pas très contraignant, laisse quand même de nombreuses ambiguïtés, de nombreux choix aux États. Et ce qui a été constaté au fur et à mesure de la mise en œuvre de la directive, c'est que le droit de la protection des données n'était pas du tout le même en France ou en Angleterre, pour citer cet exemple particulier. Et que, on peut donner l'exemple de l'obligation d'information, il y avait des dispositions pas très précises, et du coup ça a été interprété très diversement. Évidemment, le droit français a figuré une obligation d'information très stricte, mais ce n'est pas le cas d'autres pays. C'est le cas aussi des formalités préalables. Il y avait des différences énormes entre les pays européens. Et du coup, c'est aussi cette fragmentation qui a suscité l'intervention de la Commission, suscitée aussi par une forme sans doute de lobbying des entreprises qui disaient que quand elles étaient installées dans plusieurs États, ce qu'on verrait, leur vie était quand même difficile puisqu'elles devaient respecter, on verra aussi, tous les droits des différents États membres qui n'étaient pas du tout les mêmes. Donc une forme de complication très forte pour les entreprises. Le deuxième argument qui est avancé par la Commission, qui à mon avis est moins important pour elle, c'est évidemment le renforcement des droits des personnes, la nécessité que les personnes maîtrisent plus leurs données, notamment la problématique réseaux sociaux, etc., qui permet la consécration d'un certain nombre de droits qui seront évoqués demain. Donc ça, c'est les 2 axes, et à mon avis, le premier est le plus important. Alors, ce qu'on peut remarquer dans le texte, avant d'étudier son contenu, sur la forme, c'est évidemment sa longueur. Déjà, la directive de 1995, c'était un texte de spécialiste, mais un juriste pouvait la lire, et elle n'était pas si longue que ça, elle faisait une trentaine de pages. Là, on a plus de 90 pages, et honnêtement, complètement, à mon avis, illisible pour une personne qui n'est pas spécialiste de la question. Donc, bon, ça participe de la complexification du droit, c'est pas forcément une bonne chose pour les citoyens. Alors, c'est une bonne chose pour les cabinets d'avocats qui vont pouvoir faire un grand nombre de consultations et des ventes aux entreprises, mais pour le citoyen européen, c'est pas forcément une bonne chose. Ce qu'on remarque aussi, ce qu'on a tous remarqué, c'est le nombre très important d'actes délégués qui sont prévus par le texte, qui sont des actes par lesquels la Commission va préciser ensuite le texte. Donc, ce qui fait qu'en fait, sur certains points, même si c'est censé être des précisions mineures, parfois c'est quand même des précisions importantes, et sur certains points, du coup, les États ne savent pas très bien à quoi ils s'engagent, puisque finalement la Commission, par des actes ultérieurs, va venir préciser. Alors, je ne sais plus le nombre d'actes délégués que j'avais notés, mais le nombre est vraiment extrêmement important. Alors, comme vous le savez peut-être, le projet est en cours d'examen, des retards sont pris, il y avait une volonté très forte de la part de la Commission, et notamment de la part de Viviane Reding, de faire voter le texte, il me semble, avant la fin 2013. Ça ne sera peut-être pas le cas, parce qu'il y a un grand nombre de désaccords sur ce texte. Il y a eu un rapport qui a été fait par Yann Albrecht. Je crois qu'il y a plus de 3500 amendements qui ont été proposés. Le Conseil a fait connaître une partie de sa position aussi. Donc, c'est un texte qui ne fait pas consensus, de même que la directive de 95 ne faisait pas consensus. Et donc, du coup, c'est pour ça que sans doute ça va prendre plus de temps que ce qui était prévu, malgré le volontarisme de la Commission. Alors, le choix du texte, on voit bien, c'est un règlement. Ça vise à lutter contre la fragmentation antérieure du droit, d'avoir le même texte partout. Il y a un certain nombre de pays qui n'étaient pas d'accord sur la nature même du texte. C'est le cas de la Belgique, c'est le cas notamment du Royaume-Uni,
je crois de 8 États en tout. C'est une volonté d'harmoniser, ce qui se comprend peut-être au vu des problèmes, des divergences du droit. Voilà. Bon, sur ce texte, on va présenter les choses de la manière suivante. D'abord faire un premier point sur le champ d'application du texte, ensuite un deuxième point rapide sur les conditions générales, ensuite sur les obligations du responsable de traitement, et ensuite très rapidement sur le renforcement du droit des personnes, puisque ce sera une question qui sera traitée demain. Alors sur le champ d'application du texte, on va parler d'abord du champ d'application matériel et puis ensuite du champ d'application territorial qui sont tous les deux revus. Et sur le champ d'application matériel, je laisse la parole à Romain. Je voulais tout d'abord remercier effectivement les organisateurs, puis Anne également, ainsi que tous les autres participants pour m'avoir introduit dans le thème que nous allons aborder, qui concerne, comme Anne l'a très justement indiqué, la notion de données personnelles, mais qui va un petit peu plus large pour voir les grandes orientations de la proposition de règlement. Alors, il va de soi que le champ d'application matériel est évidemment l'élément clé de l'application de la proposition de règlement. Et par rapport à cet aspect-là, je pense qu'il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est l'évolution historique. C'est-à-dire que finalement, la réglementation sur la protection des données à caractère personnel a évolué en fonction d'évolutions technologiques. Alors la première étape, on la connaît, c'est celle des années 70, et particulièrement en France en 78, à savoir l'informatisation et sa généralisation au sein de l'administration, et évidemment les risques que ça pouvait présenter au regard d'un éventuel Big Brother, parce que c'est un peu l'inquiétude, et c'était le cœur en fait de cette réglementation informatique et liberté, c'est-à-dire préserver les individus contre les atteintes qui pourraient être portées à leur vie privée par les personnes publiques. Alors, la deuxième étape se fait au niveau de l'année 1995, c'est-à-dire l'adoption de la directive, même si elle a été transposée beaucoup plus tard en France en 2004. La difficulté à ce moment-là n'est plus de se protéger contre les personnes publiques, mais des risques d'intrusion contre les personnes privées. Et ça se découle notamment d'une internationalisation des échanges, mais également d'une informatisation et du fait que l'informatisation intègre notre quotidien de plus en plus, ce qui facilite forcément les recoupements de données à caractère personnel. Et puis la troisième étape, c'est celle que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire cette difficulté qu'on n'est plus dans un souci, et les termes qui étaient utilisés le marquent très bien, puisque sous l'empire des dispositions lors de la version initiale de la loi, on parlait d'information nominative, donc il y avait cette idée quand même de rapprochement direct, et que l'on pouvait identifier directement une personne. La donnée à caractère personnel, dans son esprit, pas dans sa définition, va un petit peu plus large, est un petit peu plus large. Et en réalité, c'est cet aspect-là qui est aujourd'hui important, puisqu'on passe dans un système de profilage, notamment à des finalités commerciales, extrêmement importante, au point que les responsables de traitement n'ont plus véritablement besoin d'identifier nominativement les personnes, mais leur simple profil suffit. Alors, dans ce cadre-là, quelles sont les évolutions de la définition de données à caractère personnel par rapport aux anciennes dispositions? Eh bien, sur le fond, enfin sur la forme plus exactement, elles sont assez faibles. Peu d'évolution, on rajoute quelques éléments dans la définition, on y intègre, mais ça avait été déjà les méthodes d'identification. Là où il y a une chose qui apparaît peut-être un peu plus importante, c'est le caractère symbolique de l'évolution, à savoir que la définition de données à caractère personnel n'est plus à proprement parler intégrée dans la notion même de données à caractère personnel, mais est basculée dans la notion de personne concernée. Donc on voit là une forme d'évolution aussi de l'Union européenne et de son souhait de placer l'individu véritablement au cœur de la réglementation sur la protection des données. Alors, le deuxième aspect, qui me semble lui aussi relativement symbolique, c'est ce que je disais tout à l'heure, à savoir que l'on intègre un petit peu plus les méthodes d'identification d'une donnée à caractère personnel. Et je pense que c'est là, véritablement, si vous voulez, l'évolution et également le risque qui peut se présenter par rapport à la définition de données à caractère personnel. Alors pour ça, il faut reconnaître que le législateur français a été allé particulièrement loin, entre guillemets, puisque dans la définition qui est prévue à l'article 2 de données à caractère personnel, eh bien, il y intègre justement la manière
que l'on a d'identifier cette donnée à caractère personnel. Et le risque qui se présente, à mon sens, aujourd'hui, c'est que cette définition, cette méthode d'identification de la donnée à caractère personnel n'est pas complètement intégrée dans la définition, mais fait l'objet d'un simple considérant. Et au-delà de ça, c'est notamment les évolutions qui découlent du projet de rapport à Albrecht, à savoir qu'on va commencer à mettre en place une méthode d'identification qui a vocation à faire que si le responsable de traitement ne peut pas identifier lui-même directement une personne, eh bien on bascule dans une donnée qui serait de nature anonyme. Et je crois que là, c'est un risque extrêmement important sur la protection des données, puisque toute la difficulté de l'identification d'une donnée à caractère personnel, de la définition d'une donnée à caractère personnel, a bien été l'objet, l'enjeu, c'est tout l'enjeu, et des difficultés d'interprétation, notamment avec le juge judiciaire, mais également avec les juridictions administratives et avec la CNIL, et l'exemple le plus typique est celui de l'adresse IP. Si les méthodes d'identification ne sont pas partagées par tout le monde, évidemment, on risque de se retrouver dans un cas où, justement, la donnée à caractère personnel, on considérera qu'il n'y a pas de donnée à caractère personnel par essence, mais que les méthodes d'identification qui vont être proposées ne seront pas suffisantes pour assurer une protection la plus totale. Et sur ce plan, le rapport Albrecht, comme je le disais tout à l'heure, établit cette difficulté-là, c'est-à-dire que si le responsable de traitement met en place un dispositif qui ne le permettra pas d'identifier lui-même directement, mais il pourra par exemple la confier à un sous-traitant, eh bien il aura éventuellement la possibilité de sortir du champ d'application de la loi. Donc là, je crois que c'est une circonstance qui risque d'avoir des conséquences extrêmement lourdes sur la protection, puisque matériellement, ça permet aux responsables de traitement, ce qu'ils ont déjà fait, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, au travers de l'adresse IP, c'est-à-dire que ça permet un processus qui va atomiser le traitement, c'est-à-dire qu'ils vont le rendre parcellisé. D'un côté, on aura une donnée, donc le responsable de traitement collectera des données, et de l'autre, il va la pseudonymiser. Et il va adresser, donc le lien entre le pseudonyme et l'ensemble des autres données, sera transféré à une autre société, éventuellement un sous-traitant, qui va faire une analyse, et ensuite cette analyse sera de nouveau retournée au responsable de traitement. Les dispositions, eh bien, il pourra sortir du champ d'application de la loi, alors qu'en réalité, si on regarde l'opération dans son ensemble, on voit bien que la finalité qui est poursuivie par le responsable de traitement est non seulement d'identifier, mais d'avoir un recoupement d'informations extrêmement important et extrêmement, c'est ce que l'on appelle justement ce profilage. Donc, sur ce plan-là, je pense que la notion de données personnelles, avec les évolutions de la réglementation, est face à un danger particulièrement important, puisque justement les juridictions ont des interprétations qui peuvent être différentes, notamment en France, ce qui a été le cas avec la Cour d'appel de Paris, qui a par exemple considéré que si une donnée n'était pas à caractère personnel, au motif notamment que seul ça concernait donc les procès-verbaux qui étaient établis par les agents assermentés, au motif que seules les autorités de police et de gendarmerie avaient la possibilité d'établir le lien direct d'identification, et bien comme le fournisseur d'accès, lui, ne pouvait pas le faire, l'agent assermenté ne pouvait pas le faire, et bien ce n'était pas une donnée à caractère personnel. Alors, bien sûr, on peut débattre longuement de la donnée à caractère personnel, est-elle une donnée par essence à caractère personnel ou pas. Je crois qu'au-delà de ça, malheureusement ce n'est pas très nouveau, le risque de... notre situation en France avec la dualité juridictionnelle pose évidemment difficulté. Ce qu'il ne faut pas oublier en matière de protection des données à caractère personnel, c'est que c'est une autorité administrative, la CNIL, qui peut exercer son pouvoir de contrôle et qui, à l'issue de ce pouvoir de contrôle, s'il y a des manquements qui sont constatés, eh bien qu'est-ce qui se passe? C'est elle qui sanctionne. Et si elle sanctionne et que le responsable de traitement qui a été sanctionné souhaite justement contester cette sanction, eh bien il s'adresse, il va devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État qui, lui, peut avoir une interprétation totalement différente du juge judiciaire sur ce qu'est une donnée à caractère personnel, et ce qui le place évidemment dans un risque juridique considérable, puisqu'il pourrait s'appuyer sur la jurisprudence judiciaire pour dire en réalité les données que je collecte sont purement anonymes, alors que justement l'autorité administrative, donc la CNIL et également le Conseil d'État, pourraient considérer à l'inverse
qu'il y a une donnée à caractère personnel et que les sanctions pourraient s'appliquer de manière extrêmement importante. Voilà, je crois que c'est sur le champ d'application matérielle l'enjeu qui se situe aujourd'hui avec la proposition de règlement, mais je vais laisser la parole à Anne pour aborder le champ d'application territorial. Sur le champ d'application territorial, il me semble qu'il y a deux situations qui peuvent être distinguées. Il y a la situation des entreprises européennes qui sont installées dans plusieurs États membres et il y a la situation des entreprises qui sont installées hors de l'Union. Évidemment, c'est assez schématique, il y a des entreprises qui appartiennent à ces deux catégories. Le projet de règlement est fait pour simplifier la vie des entreprises, comme je l'ai dit en introduction, et donc pour les entreprises installées dans plusieurs États membres, le critère de la directive, c'était que chaque fois que vous êtes établi dans un État membre, vous devez respecter le droit de la protection des données de cet État membre. Ce qui fait que pour les entreprises qui sont installées dans plusieurs États membres, la vie était assez compliquée puisqu'elles devaient à la fois respecter le droit français, le droit allemand, le droit anglais, et que, comme je l'ai dit, tous ces droits pouvaient être extrêmement différents. Alors, la solution apportée par le texte, c'est évidemment que ce soit un règlement. Donc un règlement, c'est la même chose en principe partout. Voilà, donc ça c'est la première solution. La deuxième solution, c'est la mise en place d'un guichet unique, une autorité unique à laquelle vont s'adresser les responsables de traitement, et c'est l'autorité de contrôle où se situe l'établissement principal du responsable de traitement qui sera compétent. Donc si vous avez un responsable de traitement qui est installé dans plusieurs États, l'autorité qui sera compétente pour lui, ce sera celle d'installer son établissement principal. Donc ça vise à faciliter la vie des entreprises. Donc le système du guichet unique, je m'adresse à une seule autorité. Là où des problèmes se sont posés, c'est dans la définition de l'établissement principal, puisque l'établissement principal dans le texte, c'est l'établissement où sont prises les principales décisions quant aux finalités, aux conditions, aux moyens de traitement de données à caractère personnel, ce qui, d'après certaines personnes, mais ce n'est pas l'opinion de Romain qui pourra peut-être en discuter, laisse une grande marge de manœuvre aux entreprises pour choisir leur autorité. Et on peut penser que, et d'ailleurs une préoccupation de la CNIL qui a beaucoup communiqué là-dessus, on peut penser que les autorités ne choisiront pas l'autorité française ou l'autorité espagnole, qui n'ont pas la réputation d'être extrêmement flexibles, ou l'autorité allemande aussi, et iront dans des pays où les autorités sont plus compréhensibles. Même si on a en principe le même texte, on peut penser que ce sera un peu plus agréable d'être avec certaines autorités plutôt que d'autres. Et donc, vous avez un certain nombre de cabinets d'avocats qui commencent à dire que les entreprises réfléchissent à l'endroit où elles vont établir leur établissement principal, à l'endroit où elles vont dire que les principales décisions sont prises concernant le traitement. Alors, pour lutter contre cette forme de forum shopping, le rapport Albrecht fait des propositions, notamment des règles de coopération entre les autorités. L'autorité chef de file consulte les autres autorités, et s'il n'y a pas d'accord, c'est le Comité européen de la protection des données, très schématiquement l'ensemble des autorités de protection des données, qui prendra une décision. Donc ça, comme vous l'avez peut-être vu, ça a été un élément de communication très fort pour la CNIL, et même pour un certain nombre de parlementaires, parce que la CNIL dans son sein des parlementaires, qui se sont fait l'écho notamment de ces positions en disant que ça posait des problèmes, notamment s'agissant de l'obligation de notifier les violations de données à caractère personnel qui doivent être faites à l'autorité chef de file, alors même que la personne concernée peut être dans un autre État et peut ne pas être informée. Voilà. Ça, c'est un débat important et c'est une volonté de simplification de la vie des entreprises. En revanche, il y a plus de consensus en Europe sur le nouveau champ d'application territorial pour les entreprises installées hors de l'Union européenne. Alors, comme vous le savez, un des combats des autorités de protection des données, c'est celui qui vise à imposer à des prestataires qui ne sont pas installés en Europe, qui sont souvent installés aux États-Unis, comme Google, comme Facebook, à leur imposer nos règles de la protection des données à caractère personnel. Alors, elles réussissaient plus ou moins à le faire, en tout cas, elles essayaient d'établir un débat équilibré avec elles dans la directive, puisque la directive dit c'est l'établissement le critère d'application du texte et l'établissement, ou à défaut, s'il y a des moyens de traitement utilisés au sein de l'Union européenne. Et les autorités de protection
avait un moment dit à partir du moment où vous mettez un cookie sur l'ordinateur d'un internaute européen, vous utilisez des moyens de traitement au sein du territoire européen, donc vous êtes soumis à la législation européenne. Alors on voit bien que cette position, elle est quand même difficile à tenir, puisque tous les sites déposent des cookies. Des données. L'exemple sera notamment que le pays destinataire aura prévu un dispositif, il aura institué une autorité de protection, mais surtout, et ça c'est un point extrêmement important, à savoir qu'il y aura un recours, soit administratif, soit judiciaire, qui permettra, bien sûr, d'assurer l'effectivité de la protection des données. Alors, au-delà de cette première dérogation, la deuxième est tout aussi classique, c'est-à-dire qui concerne les transferts un peu au cas par cas. Donc ça concerne le consentement, savoir si le transfert est nécessaire également, soit pour des mesures contractuelles, soit pour un contrat, à la demande de l'intéressé ou dans son intérêt. Il y aura également pour la protection de ses intérêts vitaux. La seule petite nouveauté, c'est la possibilité d'effectuer un transfert, alors à condition qu'il ne soit pas à grande échelle, lorsque ça répondra aux intérêts légitimes du responsable de traitement, qui bien sûr fait actuellement l'objet de très nombreux débats et de discussions, puisque qu'est-ce que l'intérêt légitime du responsable de traitement, c'est une question, mais je ne vais pas rentrer trop sur ce plan-là pour le moment. Alors, la troisième exception, c'est les clauses contractuelles type. Là aussi, pas vraiment de nouveauté, mais en réalité, l'innovation la plus importante, la plus marquante, je dirais, c'est que la proposition de règlement détaille désormais les dispositions qui sont applicables sur les règles internes contraignantes, qu'on appelle les BCR habituellement. Il faut dire que la directive n'en parlait pas et que la construction des règles des BCR revenait essentiellement au groupe de l'article 29. Et si cette évolution du texte sur les BCR est importante, ce n'est pas dans le dispositif lui-même, puisqu'il en reprend les principes qui avaient été établis par le groupe de l'article 29, mais là aussi plus sur la place. C'est-à-dire que le régime dérogatoire, dont je vous parlais tout à l'heure sur le consentement au cas par cas, déjà émis après les BCR, et également c'est la volonté de diffuser ces BCR pour que soit mis en place ce système d'auto-certification. Voilà, pour le reste, je vais laisser la parole à Anne. Oui, dernier point sur lequel je vais être assez rapide, puisque cette question sera traitée en grande partie demain, c'est que le projet de règlement renforce le droit des personnes. Alors c'est une évidence s'agissant de l'obligation d'information. Donc il y a un principe qui est imposé aux responsables de traitement, c'est un principe de transparence. Et pour l'obligation d'information, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait la directive imposait finalement très peu d'informations. C'est-à-dire que les seules informations réellement obligatoires, c'était l'identité du responsable de traitement et les finalités du traitement. Pour le reste, les autres informations, elles ne s'imposaient que si c'était vraiment nécessaire. Il y avait une liste, donc des informations obligatoires, et puis une liste des informations qui ne s'imposaient que si c'était nécessaire. Alors, comme je l'ai dit, les États n'ont pas du tout entendu ainsi, et d'ailleurs la Commission remarquait dans ses différents rapports qu'il y avait un problème de transposition, que les États avaient mal transposé la directive, et la France l'avait mal transposée évidemment, puisque en France, vous avez une liste d'informations qui doivent être transmises, qui est une liste obligatoire, et qui est une liste qui correspondait à la liste des informations obligatoires, plus les informations optionnelles, plus d'autres informations. Par exemple, la France avait décidé d'ajouter une information, et ça me semble utile, sur le fait qu'il pouvait y avoir un transfert, c'est-à-dire le fait que les données qui sont communiquées aux responsables de traitement pouvaient être éventuellement traitées à l'étranger. Voilà. Donc du coup, il y avait une difficulté, et là, heureusement, le projet de règlement fait une liste exhaustive des différentes informations qui doivent être transmises, et ajoute par rapport à ce qui était prévu précédemment, notamment la durée pendant laquelle les données sont traitées, et aussi, ce qui avait été le cas du droit français, les transferts éventuellement à l'étranger. Donc, par exemple, si votre opérateur de téléphonie mobile, et c'est le cas de beaucoup d'opérateurs, a l'intention de transférer des données à un call center au Maroc ou en Tunisie, il doit, et vous verrez, c'est le cas quasiment maintenant dans tous les contrats qui sont pas lus par les consommateurs, il doit vous informer par une clause de ce contrat que, c'est déjà le cas en droit français, mais ça sera le cas partout, qu'il va transférer éventuellement des données, sans vous informer nécessairement du pays dans lequel il va le transférer, mais il doit vous informer qu'il va le faire.
Voilà, alors s'agissant aussi du droit d'accès de rectification, là aussi il y a de nombreuses précisions, notamment par rapport aux données auxquelles on peut accéder. Donc ces droits sont vraiment précisés de manière plus détaillée. Ceux-ci doivent être exercés gratuitement, alors que la directive prévoyait la possibilité de faire peser sur la personne des frais qui ne devaient pas être excessifs, mais néanmoins des frais. S'agissant du droit d'opposition, alors on va peut-être en discuter demain quand on parlera du droit à l'effacement. Le droit d'opposition dans la directive, en matière de prospection commerciale, il pouvait se faire sans invoquer un motif légitime, mais dans toutes les autres hypothèses, il fallait invoquer un motif légitime, et c'est ce qui est repris par l'article 38 de la loi informatique et liberté. Si vous voulez exercer un droit d'opposition, il faut pouvoir faire valoir un motif légitime. Ce qui surprend parfois les personnes quand elles exercent un droit d'opposition, elles pensent généralement qu'elles n'ont pas de motif légitime à invoquer. Là, il y a toujours un motif légitime, mais il y a un renversement de la charge de la preuve. Quand une personne exerce son droit d'opposition, c'est au responsable de traitement de prouver qu'il a des raisons impérieuses et légitimes qui exigent la conservation des données. Donc, ce qui devrait quand même améliorer la situation. Et consacrer aussi, comme ça sera dit demain, un droit à l'oubli sur lequel je ne vais pas insister. Il y a un droit nouveau qui est un droit à la portabilité des données qui ressemble à la portabilité du numéro de téléphone et qui montre peut-être, et ça aussi on en discutera aujourd'hui ou demain, mais l'idée qu'il y a une propriété des données plus qu'un droit subjectif qui est lié à la protection de la vie privée. Dans cette portabilité des données. Et enfin, dernier point, il y a le droit à ne pas être soumis à une mesure prise sur le seul fondement d'un profilage. Alors, comme vous le savez, les mesures de profilage sont extrêmement nombreuses aujourd'hui. On citait un exemple, c'est le scoring en matière de crédit. Si vous demandez un crédit, on va scorer les différents éléments, c'est-à-dire établir une grille statistique à partir des éléments que vous avez présentés et vous donner une note sur le dossier que vous présentez. Alors, par exemple, si vous venez du département dans lequel je l'enseigne, le 9-4, vous aurez une très mauvaise note, ou le 9-3, parce que c'est des départements qui sont scorés de manière négative. Bref, ça se fait sur le fondement de la loi informatique et liberté. Il y avait déjà un article dans la directive, qui est l'article 15, qui reprend l'article 10 de notre loi, qui dit schématiquement que ce n'est pas la machine qui prend la décision. C'est-à-dire qu'il doit toujours y avoir une décision humaine. La décision ne peut pas être prise sur le seul fondement du traitement. Et là, on a cet article sur le profilage, qui est un article néanmoins qui contient de très nombreuses dérogations. Et du coup, on se demande si ça va vraiment être une garantie supplémentaire ou non. Alors, pour conclure, ce qui est sûr, c'est que le projet de règlement constitue sur de nombreux points une avancée incontestable. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on ne sait pas finalement, au cours des négociations, quel est le projet, quelle forme va avoir le projet final. On le voit, il y a un exemple récent qui est la directive sur les droits des consommateurs, qui est la directive qui réforme les contrats à distance, notamment, et le démarchage, qui était une directive qui était vraiment très large et complètement différente de celle qui a été votée définitivement. Donc d'où la nécessité sans doute pour nous, citoyens européens, d'être extrêmement vigilants par rapport à ce qui se décide aujourd'hui à Bruxelles et qui sera déterminant pour nous dans les années qui viennent. Merci. Merci beaucoup pour ces exposés vraiment qui nous éclairent sur finalement une législation en pleine évolution et en même temps complexe pour un non spécialiste, je parle pour moi. Et maintenant nous allons aborder l'influence des droits de l'Union européenne sur le Parlement